Bien, eh bien, on va arriver au terme de ce cours pour devenir maître chien visiteur médiation. Le dernier gros chapitre, du coup, c'est les applications de la thérapie canine. Je vous en ai parlé succinctement dans les chapitres précédents. Vous avez deux façons d'intervenir, soit en tant que bénévole au sein d'une association, soit en tant que professionnel déclaré. Si vous intervenez au nom d'une association, il faut déjà que vous soyez membre, donc adhérent à cette association, que vous suiviez les formations internes, parce que selon les associations, ils vont avoir leur propre cursus de formation interne, quand bien même il n'y a rien de réglementaire, donc vous pouvez tout à fait avoir des équivalences, comme secours qui pourraient être admis dans l'association où vous intégrez, ce qui est le cas au GCRS. Vous devez suivre ensuite bien sûr les règles d'engagement et les modes opératoires de l'association et donc vous intervenez sous le couvert d'une convention de partenariat. Si vous voulez l'exercer en tant que professionnel, zoothérapeute, autre, peu importe les termes que vous employez, eh bien déjà il faut que vous déclariez votre activité auprès de l'URSSAF comme entreprise individuelle ou autre forme juridique. Il faut, pour exercer une activité en lien avec des animaux, que vous obtenez la CACED et le TAV et que vous le déclariez en préfecture comme quoi vous faites justement un travail en lien avec les animaux domestiques. C'est un CERFA à compléter, à retourner. Et vous devez faire reconnaître votre véhicule en TAV par le service vétérinaire de la DTCSPP comme quoi votre véhicule est aux normes. Et ensuite, vous intervenez sous le couvert d'une convention de prestation de service entre vous, votre entreprise, et le bénéficiaire, l'établissement qui le bénéficie. Alors que ce soit sous le couvert d'une association ou sous le couvert professionnel, vous allez établir une convention, soit de partenariat, soit de prestation de service. Comme toute convention, vous devrez mettre les mentions légales classiques qu'il y a dedans. Vous devrez exposer l'intérêt de la zoothérapie, des chiens visiteurs et de médiation. Et l'objet de la convention, avec entre autres le lieu du déroulement, et spécifier s'il y a une salle dédiée, parce que souvent on va éviter dans les salles de soins ou les salles de restauration pour des questions d'hygiène, la périodicité, si c'est unique, si c'est de manière régulière, par exemple tous les lundis, tous les 15 jours de telle heure à telle heure, avec la date, les horaires et un planning prévisionnel, les groupes et les personnes qui le bénéficient et la liste des équipes cynophiles qui interviennent, entre autres votre chien en délivrant le carnet de vaccins et comme quoi vous avez bien les compétences, vous et le chien, pour réaliser ce travail. Et bien évidemment, que ce soit sous couvert de l'association ou professionnelle, une assurance de responsabilité civile. Alors, dans la convention, vous y mettez bien évidemment ce que vous voulez, les tarifs que vous voulez, bref, c'est vous qui gérez la convention. Mais rapidement, pour vous aider à la rédaction de celle-ci, il va y avoir une partie sur l'engagement des deux parties, donc de la structure bénéficiaire et de vous-même. Concernant la structure bénéficiaire, elle doit vous faciliter les accès, donc par exemple des badges spécifiques pour ouvrir les portes, des salles spécifiques dédiées pour l'activité ou des extérieurs. Ils doivent aussi vous mettre en place un référent présent lors des visites, ou bien un professionnel, que ce soit un thérapeute, un enseignant, un animateur spécialisé ou autre, et ils doivent vous former bien évidemment aux spécificités rencontrées dans la structure et vous présenter les bénéficiaires et ce qu'il est possible de faire avec eux. Vous, de votre côté, vous vous engagez à avoir des chiens soignés, vaccinés, avec un certificat vétérinaire annuel de bonne santé et d'aptitude au travail de thérapie que vous remettez donc à la structure bénéficiaire, que vous, comme je vous l'ai dit avant, justifiez de vos compétences avec un certificat, une attestation de formation, ce qui est le cas à l'issue de ce cours en ligne. Vous obtiendrez l'attestation pour vous et votre chien. Et pour rappel, c'est que pour un chien qui est validé, si vous voulez valider d'autres chiens, il faudra cliquer sur le lien qui sera mis ci-dessous. Ça simplifiera parce que vous aurez déjà en fait les connaissances pour le mettre, mais il faudra valider comme quoi les chiens sont aptes à faire ce travail de thérapie. Il va falloir que vous informiez la structure si votre chien tombe malade, qu'il était en contact avec les personnes et que cette maladie pourrait influencer leur état de santé, bien évidemment. Vous devez respecter aussi un devoir de confidentialité et de secret et vous n'outrepassez pas, bien sûr, votre rôle, que ce soit vis-à-vis des professionnels, de la structure, des bénéficiaires ou autres. 4 petits points clés, donc selon la structure, il va peut-être vous être demandé de suivre des formations complémentaires comme le PSSM, Premier Secours en Santé Mentale, des formations dédiées à l'autisme, des formations sur le judiciaire ou autres.
Vous pouvez, certaines structures vont vous soumettre à des évaluations spécifiques parce qu'ils auront des exigences particulières de comportement que devra avoir le chien. Prenez toujours aussi contact avec un mentor, un coordinateur de la structure, donc ça a été dit avant qu'ils doivent vous mettre en fait un personnel et lui va vous aider en fait à connaître la structure, à connaître les bénéficiaires et à vous initier dans les visites thérapeutiques avec le chien au sein de la structure. Et ensuite, réalisez toujours des visites préalables sans chien pour déjà vous familiariser avec l'établissement, leurs attentes et demandes, pour rencontrer les bénéficiaires et on le verra un petit peu plus loin aussi, pour commencer à sensibiliser en fait l'approche du chien aux personnes qui auront, donc ce soit les professionnels ou les bénéficiaires, parce que eh bien il y a des approches, on tire pas l'épaule du chien, on lui arrache pas la queue, etc. Donc faire justement de la prévention morsure avant comme première séance, ça permet d'introduire ensuite le chien en toute sécurité parce que les gens auront les bonnes conduites à tenir vis-à-vis du chien. Et vous, ça vous permettra déjà de faire une première prise de contact. Alors, il y a beaucoup, vous l'avez vu, il y a beaucoup de termes, je parle de thérapie, médiation, machin, etc. Trop de termes sont inclus sous la rubrique TAA, thérapie assistée par l'animal. Alors le mot thérapie, est-ce qu'il est utilisé au sens clinique du terme? Est-ce que les programmes pour les animaux résidents, du coup, ils sont hors propos? Pour clarifier ces termes qui sont très flous en France et qui n'ont pas encore de définition juridique, j'ai pris le parti, moi, d'employer les appellations de l'hôpital San Juan de Diu de Barcelone, donc qui sont ici présentes. Le RI, donc le receveur de l'intervention, c'est le bénéficiaire des séances IAA pour intervention assistée par l'animal. Le PI, donc c'est le professionnel de santé ou de l'éducation. Je vous rappelle cette relation triangulaire. Ils sont formés et diplômés pour avoir les connaissances nécessaires à l'administration des IAA. Le TIA, c'est le professionnel responsable de la manipulation et du bien-être physique et moral, émotionnel de l'animal, du chien en l'occurrence, avant, pendant et après les séances IAA. L'objectif principal de cette personne, c'est de favoriser une interaction positive et productive entre le RI et l'animal, le chien. Et en fait, c'est lui qu'on va appeler intervenant en médiation animale ou le zoothérapeute. C'est vous, le maître chien, visiteur, médiation. L'UI, donc c'est l'unité d'intervention, c'est le binôme qui est constitué d'un TIA et d'un animal spécialement sélectionné et entraîné pour intervenir dans les séances IAA. En fait, c'est l'équipe cynophile qui est constituée du maître et de son chien. C'est vous, ça. Et alors là, il y a plusieurs IAA possibles. Déjà, il y a le AAA, l'activité assistée par l'animal. L'IU dirige la séance pour un ou plusieurs RI dans le but d'atteindre les objectifs généraux préalablement définis par l'équipe responsable du groupe ou le référent de la personne. Ça, c'est l'équivalent d'un chien visiteur, tout simplement. Le TAA ou le EAA, donc thérapie assistée par l'animal, c'est quasiment similaire avec l'éducation assistée par l'animal. Donc si on part sur le TAA, l'IU travaille tout au long de la séance à côté d'un PI, d'un professionnel de la santé, entre autres par exemple, afin que le chien soit un facilitateur, un facteur de motivation ou un mécanisme de soutien pour le RI qui progresse ensuite de manière agréable et qui accélère vers la réalisation des objectifs, ces objectifs qui sont soit thérapeutiques, social, éducatifs, motricité, psy, etc., qui ont été préalablement définis. Ça, c'est typiquement le chien de médiation avec cette fameuse triangulation et les 3 personnes intervenant. Le EAA, donc l'éducation assistée par l'animal, l'IU travaille tout au long de la séance avec un PI, qui là pour le coup n'est plus un professionnel de la santé mais plutôt un éducateur, afin que le chien soit un facilitateur, pareil, un facteur de motivation ou un mécanisme de soutien pour le RI, qui va lui permettre de progresser de manière agréable et accélérer vers la réalisation, là plutôt des objectifs du coup éducatifs ou social préalablement définis. Là c'est pareil, c'est le chien de médiation. Vous allez peut-être trouver aussi dans certaines revues les termes EVAA, donc là l'IU travaille avec une équipe interdisciplinaire du bénéficiaire. Le but c'est de profiter de l'interaction entre le RI et l'animal pour évaluer un diagnostic possible, mettre en place un programme de traitement ou réaliser divers autres objectifs. Typiquement, c'est le cas des chiens d'assistance judiciaire.
Et le PAR, là, c'est le programme aux animaux résidents. Là, l'animal réside de manière permanente dans le centre et il prend part quotidiennement à la vie des résidents. Il est spécifiquement formé et c'est l'équivalent, là, pour le coup, d'un chien visiteur. Mais il peut aussi réaliser des IAA pour d'autres programmes du centre et à ce moment-là, il intervient comme chien de médiation. Alors, le déroulement du processus global. Les premières séances, elles seront toujours plus calmes. Le but, c'est de susciter l'intérêt et de faire prendre conscience de leur nouveau compagnon. Donc, il y aura la présentation de l'animal, son nom, son sexe, sa couleur. On va nommer les parties du corps, la tête, la queue. On va échanger sur les relations qu'ont eu les bénéficiaires avec les animaux, dont les chiens. Est-ce qu'ils ont peur aussi peut-être? Est-ce qu'ils en ont déjà eu dans le passé? Est-ce qu'ils en ont chez eux? Puis les bénéficiaires, ils pourront donner des ordres simples comme le assis, le coucher, donner la patte. Donc, comme je dis, dans les premières interventions, voilà, il va falloir faire cette prise de contact. Vous allez en profiter pour observer, créer le lien avec le chien, avec la mise en place d'ateliers objectifs et qui prennent justement conscience de leur nouveau compagnon. Au préalable de tout cela, pensez vraiment à faire de la prévention morsure lors des premières séances pour apprendre, comme je vous l'ai dit, au personnel de l'établissement et aux bénéficiaires les bonnes conduites à tenir, et là sans le chien, plutôt avec des peluches pédagogiques, comme ça s'ils font des erreurs, ils ne le feront pas sur le chien. Et ensuite, pensez quand vous intervenez tout simplement à l'ensemble du matériel nécessaire. Préparez les fiches avant, préparez le matériel que vous avez besoin, les papiers administratifs comme le carnet du chien à avoir sur soi par exemple, ou le badge pour entrer à l'hôpital si vous avez besoin d'un badge, une tenue ou un uniforme, soit personnel, soit imposé par l'établissement. Donc pensez à toute cette checklist avant d'intervenir à chaque séance. En parlant de la checklist, il y a du matériel un petit peu de base commun. Vous pouvez faire personnaliser des vestes pour vous et le chien, entre autres chez Création, que vous aurez le lien ci-dessous. Pensez à avoir les papiers du chien en permanence, le contrat, la convention, son carnet de vaccin. N'hésitez pas à faire un carnet d'identification où vous rassemblez tout ça, ou tout simplement avec aussi le suivi des séances. Vous pouvez faire signer en fait vos interventions. C'est en fait un carnet de travail tout simplement. Votre chien pour le travail en lui-même, collier plat, laisse, voire identification PetLink. Et ensuite, je vous conseille un harnais, typiquement le harnais Blue 9 que je vous présente ici, que vous trouverez dans la boutique Canine Spiritus, parce qu'il y a une attache devant, une attache au dos, et vous pouvez facilement utiliser la double laisse avec, et entre autres, la laisse pour le bénéficiaire devant, comme ça il ne pourra pas se faire tracter. S'il vient y avoir un rapport poids un peu trop puissant, ça va faire pivoter le chien vers le bénéficiaire. Et bien sûr pour le chien, friandises, jouets, récompenses, panier, tout ce qu'il faut pour la voiture, tout ce qu'il faut pour en prendre soin, mais surtout pensez à des friandises pour le récompenser bien sûr, mais à l'hydratation de votre chien. Donc entre autres une petite gamelle souple avec une bouteille d'eau, voire des solutions de réhydratation s'il fait très chaud, comme ce que vous pourrez trouver dans la boutique Caninum Spiritus avec entre autres par exemple le Doggy Raid. Les premières séances sont hyper importantes parce qu'il va falloir créer le lien entre le chien et le bénéficiaire. Cette complicité que vous avez déjà avec votre chien, il va falloir créer une complicité avec le ou les bénéficiaires. Votre rôle de maître chien, c'est de travailler sur la consolidation positive du lien entre justement le bénéficiaire et votre chien. Votre objectif principal, c'est que le bénéficiaire soit détendu grâce à la présence du chien dans la pièce. Le degré de proximité et d'interaction sera individuel. Votre rôle, c'est d'être en mesure d'interpréter le langage corporel du bénéficiaire, mais aussi du chien, pour agir en conséquence. Attention à ne pas aller trop vite ou de manière improvisée. Il faut vraiment créer de bases solides pour atteindre les objectifs en avançant petit à petit dans l'interaction. C'est comme cela que le degré d'autonomie du bénéficiaire dans sa manipulation du chien augmentera et donc aussi son estimation de soi. Et quand vous aurez ces bases solides, à ce moment-là, vous pourrez faire des activités de plus en plus complexes avec le chien pour atteindre les objectifs pour le bénéficiaire. S'il se sent aimé par le chien, ses objectifs, qu'ils soient thérapeutiques, sociaux ou éducatifs, seront plus faciles à atteindre parce que ce sera son compagnon canin qui va l'y aider. Alors justement, le bénéficiaire et le chien vont avoir des interactions entre eux
Et il peut y avoir divers comportements qui peuvent survenir lors d'une intervention et certains comportements des bénéficiaires doivent être redirigés. La liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas non plus chronologique, mais ça résume les principaux comportements observables et qui seront fonction des bénéficiaires. Le but, c'est que vous compreniez mieux ce que vous êtes en train de mettre en place comme relation et où vous allez. Donc on va prendre toutes les interactions de base pour créer cette complicité et on va voir en fait les différents comportements possibles. Donc on va commencer par le toilettage. Le bénéficiaire, quels sont les différents comportements qu'il peut avoir? D'abord, il n'a pas de contact visuel avec le chien quand ils sont à plus de 1 mètre de distance. Ensuite, il peut avoir un contact visuel avec le chien quand il est à plus d'1 mètre de distance. Il peut rester en alerte tout en toilettant le chien à une distance de sécurité. Il peut toiletter le chien de manière détendue tout en réduisant progressivement la distance entre eux. Il peut être détendu et commencer à toiletter le chien tout seul. Il peut toiletter le chien en utilisant les deux mains. Il peut toiletter le chien et être capable de suivre des instructions simples. Il peut toiletter et être capable de suivre des instructions un peu plus complexes. Il peut commencer et terminer le toilettage tout seul. Et enfin, il peut être capable de guider un compagnon dans le toilettage du chien, donc un autre bénéficiaire. Dans les comportements qui doivent être redirigés, c'est si le bénéficiaire utilise un outil de toilettage sur lui-même, s'il utilise un outil de toilettage de manière incorrecte, ou s'il brosse le pelage de manière trop vigoureuse ou dans le mauvais sens. Donner des friandises au chien. Donc, dans les comportements que le bénéficiaire peut avoir, il peut ne pas vouloir toucher la friandise. Il peut jeter la friandise au chien à une distance supérieure à 1 mètre sans contact visuel. Il peut jeter la friandise au chien à une distance de plus d'1 mètre avec contact visuel. Il peut placer la friandise dans la pomme du professionnel de l'intervention, en fait vous à du maître, à plus d'1 mètre et il observe sa distribution que vous faites. Il peut mettre la friandise dans la pomme, donc de quelqu'un d'autre, du pays, de vous, entre autres, à moins d'1 mètre, ce coup-ci, et il observe. Il peut mettre la friandise sur un plateau et il le présente, lui, au chien. Il peut placer la croquette, la friandise du chien, dans la pomme de sa main et c'est lui qui la présente au chien avec votre aide. Il peut mettre la friandise dans la pomme de sa main et il la donne au chien sans aide. Il peut tenir la croquette entre les deux doigts en le pinçant entre le pouce à l'index et la présenter au chien avec aide. Et ensuite il peut faire pareil entre les deux doigts sans aide. Dans les comportements à rediriger, c'est si déjà le bénéficiaire essaye de manger la friandise ou s'il produit une action répétée ou stéréotypée avec la friandise, un genre de toc, d'accord, avant de la présenter ou de la donner au chien. Donc les différents contacts avec le chien que peut avoir le bénéficiaire et ses comportements. Déjà, le bénéficiaire peut être tout simplement inquiet à propos du chien alors que l'animal est en position pas bouger à plus d'1 mètre. Il peut être détendu quand le chien est en position pas bouger à plus d'1 mètre. Il peut être inquiet quand le chien est en position pas bouger à moins d'1 mètre. Il peut être détendu avec le chien qui reste à moins d'1 mètre. Il peut être inquiet avec un chien en mouvement à moins d'1 mètre. Il peut être détendu avec le chien en mouvement à 1 mètre. Il peut montrer de l'anxiété quand il caresse le chien du bout des doigts. Il peut caresser le chien de manière détendue avec les deux mains et initier le mouvement. Il peut rester détendu assis à côté du chien, le toucher, le caresser et maintenir le contact avec lui. Et il peut s'allonger et se détendre sur le chien. Dans les comportements à rediriger, c'est si le bénéficiaire a tendance à manipuler de manière un peu brutale le chien avec les mains ou les pieds, s'il veut prendre le chien pour un poney, et bien sûr on ne monte pas dessus, ça fait partir des cours de prévention morsure au préalable, et s'il traite le chien de manière inappropriée. La marche en laisse avec le chien. Donc le bénéficiaire peut hésiter à prendre la laisse du chien, il peut prendre la laisse avec une prise légère et la tenir brièvement. Il peut jeter la laisse au sol à chaque fois que on la lui donne. Il peut continuer de tenir la laisse à l'aide de vous, votre intervention. Il peut tenir la laisse tout seul sur des durées de plus en plus longues. Il peut tenir la laisse avec les deux mains. Il peut contrôler suffisamment la laisse pour gérer la situation même si le chien tire un petit peu. Il peut laisser le chien mener et lui il suit derrière. Il peut marcher à côté du chien. Il peut donner le rythme et enfin, il peut faire des circuits avec le chien.
Dans les comportements à rediriger, c'est si le bénéficiaire produit des stéréotypies avec la laisse, comme la faire tourner, faire des nœuds avec et autres, ou s'il l'utilise de manière trop brutale, qui donne des coups de laisse en fait au chien, des coups de sonnette un peu trop brutasse au chien au niveau du collier. Et pour terminer, donc, les différents comportements que le bénéficiaire peut avoir pour lancer ou donner les choses au chien. Déjà, il peut refuser de prendre ou de tenir l'objet, le jouet par exemple du chien. Il peut prendre le jouet et le donner au chien avec votre aide sans contact visuel. Il peut prendre l'objet et le donner au chien avec votre aide, mais seulement si l'objet il est sec. Il peut prendre l'objet et le donner au chien avec votre aide, même s'il est mouillé. Il peut ramasser un objet après que le chien lui ait déposé devant au sol. Il peut prendre un objet directement de la bouche du chien en mettant sa main sous la mâchoire inférieure de l'animal. Il peut prendre directement l'objet dans la gueule du chien. Il peut donner une commande verbale ou gestuelle pour que le chien lui donne l'objet. Il peut refuser de lancer l'objet au chien, mais il maintient un contact visuel avec lui. Il peut donner directement l'objet au chien, dans la bouche, prend-donne, tout simplement. Il peut lancer l'objet à une distance inférieure d'1 mètre ou à une distance au-delà d'1 mètre. Et enfin, il peut donner des commandes verbales ou gestuelles pour que le chien aille chercher l'objet, le rapport d'objet. Dans les comportements à rediriger, c'est si le bénéficiaire est inquiet quand le chien bouge, si le bénéficiaire ne prête pas d'attention à ce que fait le chien, ou si le bénéficiaire montre de l'impatience, des fois à ce que le chien retrouve l'objet, lui ramène, lui donne, et autres. Donc, une fois que tous ces liens ont été faits, il faut savoir mettre en place des séances. Le déroulé d'une séance se fait en 5 phases. Alors une séance type, on va prendre sur un groupe de personnes, par exemple, sur une séance type qui va durer 3 heures. C'est un exemple là, bien sûr. Il va y avoir déjà la phase de pré-contact qui va durer à peu près un quart d'heure. C'est le début. Donc déjà, il faut savoir se présenter. Ça, c'est ce que vous apprenez dans les cours de PSSM, avec le bonjour, vous rappelez les consignes de sécurité, la météo du jour, vous allez bien, le programme du jour, aujourd'hui alors on va faire ça. N'hésitez pas à faire le programme avec la participation des bénéficiaires, par exemple un tableau blanc pour qu'ils soient acteurs de l'ordre chronologique, ce qui peut leur apprendre aussi la gestion temporelle et le choix des activités aussi. Ensuite il y a la phase d'engagement qui dure à peu près une demi-heure. Là il va y avoir la détente du chien, une balade, lancer de la balle, des caresses ou du toilettage, ou du travail sur des ordres simples, assis, couché, envoyé sur un piédestal, par exemple. Ensuite, il y a la phase de plein contact qui va durer 1h30. Là, c'est vraiment les travaux sur les projets ou les objectifs, avec des fiches d'atelier définies au préalable. Donc là, il va y avoir des objectifs thérapeutiques, sociaux, éducatifs, moteurs et autres. Et ensuite, il va y avoir la phase de désengagement qui va durer à peu près une demi-heure. Là, on va mettre le chien au repos. Il va y avoir la fin du contact physique avec le chien. Ça va être l'occasion de lui donner à boire, à manger, lui faire une pause en l'envoyant par exemple dans son panier ou un endroit spécifique, la cage. Vous allez en profiter pour faire le bilan d'avancement, voir si les objectifs ont été atteints, tout simplement. Et vous allez pouvoir préparer la prochaine séance. Voire vous mettez en place des ateliers lecture, des recherches, des questions-réponses et tout pour, vous allez voir en fait faire l'ancrage et demander ce qu'ils en ont pensé. Et ensuite pendant un petit quart d'heure il y aura la finitude et l'ancrage. Là c'est vraiment l'au revoir et la séparation. Il va y avoir la fin du contact visuel avec le chien et là ce sera l'occasion de faire un bilan après avec l'équipe pédagogique et la structure. Faire le retour sur la séance, voir si justement les objectifs atteints, pas atteints, améliorés ou mettre en place d'autres objectifs. Et un ancrage positif de la séance avec des objectifs à réaliser avant la prochaine visite. Comme fabriquer, je ne sais pas si vous préparez un spectacle avec le chien et un groupe d'école par exemple, fabriquer des déguisements ou faire des dessins. Ou s'il vaut une visite au zoo, eh bien que chacun prenne une fiche d'animal qui le présentera au chien. C'est un objectif pédagogique par exemple, voilà, qui est en fait un liant d'une séance à l'autre. Il faut toujours respecter la vie privée des patients et leur souhait de se reposer, de se détendre. Il faut être prêt à reporter une visite, une intervention, dès lors que le bénéficiaire, mais aussi le chien, semble vouloir dire merci et se reposer. Vous devez être capable d'identifier ces signaux, aussi bien chez votre chien que chez le patient, le ou les patients, pour arrêter les séances. On l'a vu dans le chapitre précédent, il peut y avoir plusieurs objectifs. Stimulation sensorielle, cognitive, des activités de psychomotricité ou au niveau des habiletés sociales. Je vous mets
Ci-dessous, vous avez un chapitre où vous allez pouvoir télécharger 20 fiches. Ce sont des exemples, c'est pas exhaustif. En fait, vous pouvez inventer, vous, avec la structure et les professionnels auxquels vous intervenez, un nombre infini en fait d'ateliers, d'activités. La seule limite, c'est votre imagination, tout simplement. Là, je vous ai mis un modèle type de fiche qui peut vous aider à créer d'autres fiches. Il y en a 20 en tout, donc 5 pour chacune des 4 objectifs ci-dessus. Donc vous pouvez les télécharger. Ces fiches, elles sont structurées de la manière suivante. Il y a l'activité et des variantes s'il y en a, le matériel et le dressage du chien nécessaire à l'exercice, et les objectifs ou les domaines d'activité. Comme ça, quand vous avez des objectifs spécifiques, vous prenez une fiche, vous voyez avec l'équipe avec laquelle vous travaillez quelles activités vous voulez mettre en place, et ça vous permet, comme on l'a dit précédemment, de penser aux différents matériels et dressage du chien s'il a besoin d'apprendre des tricks spécifiques, et bien de le préparer en amont. Alors, je vous donne quelques exemples de visites. Pour rappel, le but c'est d'apporter du réconfort, de l'espoir, un soutien aux personnes qui traversent une période difficile. L'amitié, l'oreille attentive, la présence des chiens de thérapie font une énorme différence dans la vie et dans la journée en fait de quelqu'un. Donc là c'est pareil, c'est pas exhaustif, il y a un tas d'exemples possibles, mais entre autres, il va y avoir les maisons de retraite où le chien peut passer du temps avec les résidents qui seraient en soins palliatifs et faire apporter beaucoup de sourires via des moments de caresse. Ils peuvent intervenir dans les services de cancérologie pour passer du temps avec des patients en chimiothérapie. Ça va pouvoir soulager les personnes par la présence chaleureuse du chien. Ils peuvent visiter une école où il y a des enfants autistes, par exemple. Le chien calme et patient va permettre aux enfants d'être plus calmes, eux-mêmes et attentifs. Ils peuvent aussi, par exemple, rendre visite à d'anciens combattants. Et alors, du coup, ils vont pouvoir raconter leurs histoires de guerre où la présence du chien calme peut apaiser leur expérience terrible du monde. Bon, voilà, c'est quelques exemples. On va rentrer un petit peu plus en détail sur les 3 principaux sites d'intervention les plus courants. Déjà, la maison de retraite. Alors, les résidents des maisons de retraite sont pour la plupart des personnes qui ne peuvent plus vivre seules ou avec le soutien de leur famille. Les patients ont souvent besoin non seulement d'une rééducation ou de traitement spécial, mais aussi de différents types de thérapies. Ils peuvent se sentir seuls, être entourés d'inconnus dans un environnement non familier, souvent avec des règles et des pratiques qu'ils ne comprennent pas forcément. Très souvent, ils sont également déprimés en raison de la solitude et du manque d'interaction sociale, amicale et satisfaisante. Le chien, lors des visites et d'interventions bien préparées, peuvent aider à réduire la solitude, à améliorer l'humeur et à motiver les patients pour commencer à faire différentes activités. Certains patients ont besoin d'une motivation supplémentaire pour faire de l'exercice pendant la rééducation, par exemple de motricité, ou pour participer à des réunions de thérapie. Mais certains d'entre eux peuvent aussi avoir besoin de motivation pour se lever du lit. Les visites du chien de thérapie peuvent être le moyen de changer les comportements problématiques chez les patients. En présence d'animaux, le patient il est motivé pour se réveiller, pour s'habiller, pour prendre un repas de façon autonome. La motivation et les émotions positives que les animaux apportent dans l'établissement sont souvent des outils très utiles. Il existe de nombreux excellents exercices que le patient des maisons de retraite peuvent faire en lien avec les chiens. Un exemple consiste à demander au patient de se promener autour du pâté de maison avec le chien. C'est un excellent moyen pour le patient de respirer de l'air frais, de faire de l'exercice, et c'est aussi très amusant pour le chien. Un autre exercice consiste à jouer avec le chien, à lui lancer la balle tout simplement. C'est un excellent moyen d'augmenter le rythme cardiaque du patient et de s'amuser. Et enfin, le patient peut aussi proposer tout simplement de caresser et de toiletter le chien. C'est un excellent moyen de se détendre et de déstresser. Tous ces exercices sont parfaits pour le patient et le chien, et ce sont d'autres activités tout aussi agréables que vous pouvez faire ensemble. Il y en a plein, mettre la tête sur les genoux, aller chercher des jouets, le fait de lancer la balle en mettant des cibles par exemple, ça fait travailler la motricité. Il est important en fait de s'assurer que tous les résidents bien sûr sont à l'aise avec le chien et que le chien se comporte bien et doux avec eux, et vous pouvez également vous assurer que toutes les zones où le chien passera le temps sont propres et sans danger. Ça on le verra un petit peu plus loin sur la partie gestion des risques. Ci-dessous, il y a une vidéo de Marley qui est un chien de thérapie qui aide des personnes atteintes de démence. Dans les écoles, il devient de plus en plus populaire d'amener des chiens en salle de classe. L'idée d'introduire des animaux dans les écoles est soutenue par les théoriciens de la petite enfance tels que Vygotsky, Piaggi et Montessori. Ce sont des chiens qui sont amenés dans des salles de classe ordinaires, mais souvent pour une courte durée ou un but
très précis. C'est souvent la meilleure façon d'inclure les chiens dans les écoles en tenant compte du bien-être animal du chien et du respect des élèves et des autres personnes qui peuvent avoir peur du chien ou y être allergiques aussi. Certaines équipes cynophiles scolaires interviennent auprès des enfants qui ont des difficultés à se rendre à l'école, en le récupérant le matin, par exemple, chez eux, et en faisant le trajet jusqu'à l'école avec. Il y a aussi des chiens qui travaillent principalement à l'extérieur dans l'enceinte de l'école, comme lorsque les enfants sont à la récréation. Ils travaillent avec des enfants aussi spécifiques ou dans les relations avec les enfants et les camarades ou dans les relations enseignants-enfants. Le soutien social peut donner aux enfants le sentiment qu'ils sont aimés, qu'ils sont inconditionnellement acceptés, estimés et interconnectés. Je vous confère de voir les études 2015 de Melson and Fine. Parfois, nous voyons aussi que ces équipes peuvent aider les enfants à se sentir plus en sécurité et moins stressés à aller à l'école. Le soutien social peut rendre les gens plus positifs concernant leurs pensées, leurs comportements et leurs sentiments. Pour être l'un des facteurs les plus importants et que on a tendance à oublier que lorsque nous essayons d'expliquer le mécanisme de travail de thérapie assistée par l'animal, il est important d'avoir quelque chose à espérer et d'avoir quelque chose qui fait vraiment ressortir les émotions positives chez l'enfant. Souvent, ces enfants, ils ont des sentiments très troublants à propos de l'école, par exemple, et le chien, c'est leur seul espoir qui va éclairer leur journée, les égayer durant ces journées scolaires. Donc les exercices qu'ils peuvent faire avec le chien, c'est entre autres le promener, le caresser. Donc lorsqu'ils promènent le chien, on parle de l'importance de lire les signaux du chien, par exemple, et de répondre aux besoins du chien. Ça rend les enfants autonomes aussi. Ces compétences sociales, dans le respect de l'empathie, de la communication, de routines, de tâches répétées, des moments de joie. Ils peuvent jouer au foot aussi, par exemple, on met le chien en gardien de but, au football ou au handball. Et après, ils peuvent aussi participer au dressage du chien. Les élèves peuvent travailler avec les chiens et ils sont impliqués en fait dans la planification, la mise en œuvre et la création de résultats avec le chien. Et à ceci peuvent s'ajouter aussi tous les défis académiques possibles, comme l'aide à la lecture en lisant au chien, mathématiques, apprendre à aboyer sur ordre au chien et le faire stopper quand le compte est bon, tout ce qui est science et autres. Pareil, dessous, je vous mets un autre exemple de vidéo qui se passe au lycée de Portland avec un chien de thérapie à temps plein qui est Oregon Tails. On termine avec un exemple vraiment typique aussi, c'est les hôpitaux. Chaque année, de nombreuses personnes sont hospitalisées. Cela peut être difficile, surtout pour les enfants, donc dans les services de pédiatrie. L'hospitalisation, combinée à la lutte contre les problèmes physiques ou psychologiques, ou les deux, peuvent être source de peur et de douleurs supplémentaires. Et en fait, les interactions avec un chien ont bien souvent des effets positifs sur la santé et sur le processus de rétablissement de l'homme. Ça diminue l'anxiété, ça facilite les procédures médicales en les rendant moins douloureuses, moins traumatisantes, en ajoutant quelque chose de positif en fait à cet environnement anxiogène, stressant, déprimant. Dans les littératures publiées, il existe de nombreuses preuves que la présence du chien ou d'une intervention assistée par l'animal avec un chien peut avoir des effets positifs sur la santé humaine. L'intervention avec le chien peut améliorer le fonctionnement physique, émotionnel, social et le niveau de la tension artérielle, réduire la douleur, la morbidité et également le stress chez les patients psychiatriques. Bien sûr, il y a des risques. La présence d'animaux dans les hôpitaux peuvent prêter à controverse au niveau de l'hygiène. On verra ça sur la partie gestion des risques. Donc certains pourraient avoir tendance à penser qu'ils sont sales, à penser aux morsures, aux allergies, aux agents pathogènes. Bon, de toute façon, les pattes des chiens, il faut savoir que c'est déjà beaucoup plus propre que vos propres chaussures. Et c'est pour ça aussi que vous devez entretenir l'hygiène et la santé de votre chien la plus nette possible. Pour le chien, le milieu hospitalier, c'est aussi très éprouvant. La température, les bruits, les odeurs, l'équipement médical, le contact possible avec des sécrétions physiologiques ou des médicaments sont des facteurs difficiles à gérer pour le chien. Vous, le maître chien, vous devez être conscient de l'endurance de votre chien, de ses capacités pour ajuster la durée, l'intensité et la fréquence des séances, séance après séance. Après l'interaction, votre chien a besoin d'un repos adéquat, soit à l'hôpital ou dans n'importe quel type de travail. Le chien doit être dressé et familiarisé avec l'environnement médical parce que c'est vraiment spécifique. Pareil, dans les vidéos d'exemple, je vous mets en lien ci-dessous la vidéo du chien de thérapie Chito qui réchauffe le cœur des patients de l'hôpital pour les enfants du Wisconsin. J'arrive pas à le prononcer, je suis désolée. Alors vraiment, ça c'est un des points
très important, c'est ce qui va clôturer d'ailleurs tout ce cours en ligne, c'est la gestion des risques. N'oubliez pas que la bonne intention n'est pas un substitut adéquat au bon sens. Tenez toujours compte de la situation dans son ensemble pour toutes les personnes impliquées. Les directives que je vais vous donner là, ça vous aidera à identifier les situations où l'intervention assistée par l'animal pourrait ne pas être bénéfique. Alors déjà, pour les personnes que vous visitez, les animaux peuvent devenir une source de rivalité et de concurrence dans le groupe. Si vous intervenez sur un groupe qui est une personne qui caresse 2 minutes de plus le chien que l'autre, ça peut créer des rivalités plutôt que de la cohésion. Certaines personnes peuvent devenir possessives et tenter de réclamer un animal en visite que pour elles-mêmes. Des blessures pourraient résulter d'une manipulation inappropriée, d'une sélection d'un animal ou d'un manque de supervision. La prévention morsure est hyper importante et votre rôle de maître dans la lecture du chien et des gens aussi est hyper important pour justement anticiper ces réactions et soustraire le danger avant qu'il arrive. Les personnes atteintes de lésions cérébrales, de troubles du développement, de maladies mentales ou d'autres conditions peuvent par inadvertance provoquer un animal, d'où la bonne sélection et dressage du chien. Les personnes ayant des atteintes irréalistes pourraient penser qu'un animal les rejette aussi. Ce problème d'anthropomorphisme chez l'animal, ça reste un chien avec des pensées chiens. Et malheureusement, tous les gens n'ont pas conscience de ça et cela pourrait aggraver leur sentiment de faible estime de soi. Donc il faut faire attention, c'est pas forcément que bénéfique selon les bénéficiaires. Certaines personnes peuvent tout simplement avoir peur des animaux ou ne pas les aimer. Et donc, selon le cas, il est peut-être possible de mettre une thérapie en place pour passer cette peur, mais ils peuvent tout simplement détester les animaux aussi, on n'est pas obligé de les aimer, tout simplement. Il y a des gens qui peuvent faire percevoir les animaux différemment en raison de leur origine culturelle. Bon, je vais faire un stéréotype, rigolez pas, mais ils peuvent peut-être penser que ça se mange. Non, mais voilà. Ça dépend aussi de la religion, de la culture et des mœurs de chacun. Bien sûr, il peut y avoir des allergiques et qui peuvent créer des problèmes respiratoires comme de l'asthme chez certaines personnes. Donc forcément, une personne allergique au chien, vous n'interviendrez pas avec un chien. Quoique, il y ait des races avec des poils hypoallergéniques. Il y a bien sûr tout ce qui est les zoonoses, les maladies transmissibles entre l'homme et les animaux, et vice-versa. Et donc, il faut prendre des précautions particulières pour ça, d'où aussi le suivi vétérinaire, sanitaire, etc. et le respect des consignes d'hygiène de l'établissement. Comme ne pas aller dans les salles de soins, ne pas aller dans les salles de restauration, entre autres, et autres. Et il peut y avoir des personnes qui présentent des plaies ouvertes ou des faibles résistances aux maladies qui doivent être étroitement surveillées. Leur participation devra peut-être être restreinte. Ensuite, pour le soignant, les professionnels, les éducateurs avec qui vous allez intervenir, vous vous rappelez relation triangulaire. Certaines personnes déjà pourraient considérer la présence d'animaux dans une installation comme inappropriée. Il y a des gens qui n'ont pas encore conscience de tous ces bienfaits et autres, ils pourraient estimer que le chien n'a rien à faire là. Certaines personnes pourraient aussi paraître ne pas aimer les chiens ou en avoir peur, et aussi pourraient être allergiques, pareil que pour les bénéficiaires. Par rapport à l'établissement, eh bien, la responsabilité légale en cas d'accident ou de blessure impliquant un résident ou un membre de leur personnel, c'est un sujet préoccupant, d'où l'intérêt d'avoir une RC qui couvre votre activité et d'être conventionné. Il pourrait y avoir des obstacles juridiques selon le type d'établissement, comme l'accès à un service pénitentiaire ou les chiens d'assistance judiciaire dans le cadre des enquêtes et autres. Tout ce qui va être bruit, assainissement, maladies et autres problèmes environnementaux qui peuvent exister. Et les facteurs de coût, après avoir été soigneusement pesés, ils peuvent être prohibitifs aussi. Et ensuite, bon, on a parlé de l'environnement, on a parlé des bénéficiaires des personnes, mais il peut aussi y avoir des risques pour l'animal. Déjà des blessures causées par la manipulation brutale des personnes ou d'autres animaux qui peuvent intervenir. Il pourrait aussi ne pas être possible d'assurer le bien-être animal de base. Cela comprend un accès régulier à l'eau, à des aires pour se détendre, les besoins et activités, exercices, et un transport facile vers les soins vétérinaires en cas d'urgence. Et l'animal pourrait aussi ne pas apprécier les visites ou certains environnements. Et on a parlé surtout aussi des blessures physiques, mais il peut y avoir aussi des traumatismes psychologiques auprès du chien. Un chien qui va avoir des manipulations brutales sans forcément avoir une blessure, ça peut rendre ça négatif, d'où l'intérêt vraiment d'observer les signaux et de toujours terminer sur du positif. C'est arrivé,
en France par le manque de formation ou d'observation, observation-adaptation, et bien qu'il y ait des chiens qui ne voulaient même plus monter dans la voiture parce qu'ils ont assimilé voiture, cette association d'idées dans l'apprentissage du chien, ils ont associé l'idée voiture, chien visiteur. Le chien visiteur, il voulait plus monter dans la voiture parce qu'il voulait plus aller voir les petits vieux se faire tirer les poils et tout dans tous les sens. Et donc le chien était traumatisé de la voiture et des visites. Donc vraiment attention à tout ça, à ne pas créer de troubles comportementaux. Votre rôle, c'est d'accompagner le chien. Toutes les situations stressantes pour le chien, il faut les lui éviter. Pour soutenir le bien-être du chien, vous devez rester avec votre chien et le soutenir par votre présence. Encore une fois, c'est vous, en tant que maître chien, qui connaissez votre chien. Vous avez cette complicité avec lui, c'est vous qui connaissez le mieux votre animal. Il existe différentes manières d'apporter un soutien et les besoins à chaque chien, parce que ceux-ci peuvent différer. Il est important que vous observiez, observation, adaptation. Il est important que vous observiez votre chien pendant l'entraînement et le travail. Vous êtes ensemble et sur cette base, c'est comme ça que vous pourrez apporter les meilleures solutions possibles à votre chien. C'est vous le leader. Donc, 4 points clés. La présence. Soyez avec votre chien pendant l'intervention. Lorsque le chien dit bonjour à chaque patient au travail, comme des tricks, des récupérations, du rapport d'objet avec des inconnus et autres, la proximité du maître est très favorable pour le chien. Cela vous donne également la possibilité de réagir à des situations difficiles et ou de fournir un autre type de soutien si nécessaire. Le discours, utilisez votre voix pour rassurer votre chien que tout va bien. Il peut s'agir d'un bref « ok » ou « allez, travaille » ou « bien ». Dans ce cas, le ton de la voix, ça compte beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une commande ou un mot de récompense qui est réservé aux sessions de formation. Mais l'intonation, eh ben alors mon titi, eh ben oui mon petit légume et tout. Le chien il sait que là vous êtes joyeux. Par contre, eh ben alors mon titi, c'est quoi ce petit légume? Oula, là j'ai peut-être fait une bêtise. Le chien va pas forcément comprendre, bon, revoyez les cours, on en a déjà parlé, mais l'intonation est très importante. Le toucher. Être près de son chien et le toucher, ça peut aussi l'aider. Il ne faut pas le distraire dans son travail, et ni provoquer une surexcitation, mais vous pouvez apporter un soutien. Ça va dépendre des chiens aussi. Utiliser un toucher fort pour stimuler la proprioception et rassurer le chien que tout va bien. Dans de nombreux cas, le toucher est plus apaisant pour le propriétaire que pour le chien, et souvent, ça va plutôt exciter le chien, le monter en émotion. Alors, utilisez ce type de support à bon escient. Et ensuite, bien sûr, la lecture des postures corporelles du chien. Le langage corporel, c'est le moyen le plus naturel et facile pour le chien de comprendre une situation et de communiquer. Soyez conscient de votre propre langage corporel et de celui du chien. L'une des façons d'apporter un soutien en utilisant votre posture corporelle est de rester près des patients et de vous concentrer sur eux. Si votre corps est orienté vers le patient, il sera plus facile pour le chien de comprendre la tâche et d'éviter l'insécurité dans l'interaction. Une autre façon d'utiliser votre corps consiste à isoler le chien du facteur stress et lui donner du temps de s'habituer à la situation. Il vous donne la possibilité de modifier le comportement des patients s'ils se comportent mal. Bon, par exemple, un groupe d'enfants qui court droit vers le chien pendant que le chien est derrière vous, du coup, vous pouvez expliquer au patient que il ne faut pas faire ça, on ne court pas dans les couloirs et tout, et vous pouvez rediriger les comportements du patient pour qu'il fasse correctement. Et ensuite, le contact visuel. Parfois, juste un focus, un petit look avec son chien, ça va le rassurer. Parfois, la seule assurance dont le chien a besoin, c'est un bref regard avec son maître, tout simplement. Pour résumer, vous êtes la clé de tout. Comme les installations et les organisations de chiens de thérapie tiennent compte des règles et des qualifications, le maître, ce sera toujours la clé. Chaque chien de thérapie a droit à un maître tout le temps qu'il travaille en fait, et même pour ses phases d'apprentissage. Le travail des chiens de thérapie se fait au niveau local et personnel. Le public reconnaît les manutentionnaires fiables. Si vous êtes quelqu'un de compétent, de bouche à oreille, ça va se savoir. Le personnel de chaque établissement, ils éliminent les maîtres chiens et les chiens qui n'ont pas confiance, quelle que soit leur certification. Les installations doivent toujours pouvoir avoir cette liberté et c'est aux gestionnaires, c'est à vous, aux maîtres chiens, de gagner leur confiance. C'est la confiance qui importe avant tout. Ce cours de formation en ligne n'est pas destiné à vous faire peur sur les risques du travail de thérapie. Les risques sont très faibles. L'objectif, c'est de vous aider à apprendre à contrôler et protéger déjà votre chien, à le dresser correctement, à le socialiser, à ce que ce soit un chien bien dans ses pattes avant tout. Et après, que si le chien
il est bien dans ses pattes, que vous répondez à ses besoins, que vous avez une super complicité avec lui, que vous puissiez venir aider d'autres personnes dans le cadre de travail de thérapie. L'objectif, c'est de vous apprendre à éduquer, dresser, contrôler votre chien et à les protéger, en prendre soin, afin qu'ils puissent mettre les gens à l'aise avec compétence et courtoisie. La meilleure façon de protéger les personnes et le chien de travail des chiens de thérapie, c'est de fournir à chaque chien, tout simplement, un bon maître, un bon propriétaire, un bon leader. La formation et la manipulation des chiens de thérapie, il n'y a pas de mystère, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, il vous faut des connaissances nécessaires pour prendre soin du chien, les conditionner aux manipulations, les former au contrôle, leur enseigner les compétences nécessaires comme checker dans une main par exemple, et à pouvoir avoir des chiens qui se comportent de manière polie en public avec des gens dans les relations. La vie d'un chien de thérapie dressé, c'est une vie remplie de joie et d'amour, comme devrait être la vie de tous les chiens et les animaux. On parle de chiens de travail, quand je dis nous c'est négatif en France, non, il faut que ce soit kiffant pour votre chien. Et la clé c'est vous, parce que vous êtes le leader. Autour de vous, eh bien, vous êtes la sécurité et le rayon de bonheur de votre chien avant tout. Ce cours est terminé et donc du coup, je vous souhaite d'excellentes expériences avec votre partenaire canin.